Une bombe atomique explose en plein milieu de l'océan Indien, mais personne ne sait qui l'a déclenchée. Et quand les chercheurs examinent les vestiges de cet incendie nucléaire, ils découvrent quelque chose d'incroyable, qui n'existait pas auparavant dans tout l'univers. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'enfer atomique. Ça va être super passionnant et on commence tout de suite. Il y a des gens qui disent que le monde est devenu plus pacifique grâce aux bombes atomiques parce que la dissuasion nucléaire empêche même les conflits. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Quoi qu'il en soit, la science derrière tout ça est super passionnante. Et si ces sujets te fascinent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, tu ne rateras plus aucune vidéo et ça m'aidera énormément. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Les bombes atomiques comptent sans doute parmi les choses les plus effrayantes que l'homme ait jamais créées. En leur sein se produit un phénomène dont l'ampleur n'a d'équivalent que dans les profondeurs des étoiles. La matière se transforme en d'énormes quantités d'énergie. Une infime fraction de leur masse suffit à déclencher une explosion capable de détruire des villes entières. Une réaction en chaîne plus rapide que n'importe quelle pensée humaine. Pour commencer, on remonte d'abord à l'époque de la guerre froide. Dans les années 1960, les États-Unis ont lancé un programme spatial top secret appelé Vela. Ces satellites n'avaient qu'une seule mission, repérer les essais nucléaires partout dans le monde. Entre 1963 et 1970, 12 de ces satellites de surveillance ultra sophistiqués ont été lancés dans l'espace. Ces satellites devaient garantir que tout le monde respecte le traité d'interdiction des essais nucléaires. Équipés de capteurs optiques, ils pouvaient identifier sans équivoque la signature caractéristique d'une explosion nucléaire, un double éclair. Lorsqu'une bombe atomique explose, il y a d'abord un éclair extrêmement brillant, puis la boule de feu se refroidit un peu et produit un deuxième éclair, plus long. Jusqu'en 1979, les satellites Vela avaient détecté 41 essais nucléaires atmosphériques, tous menés par la France ou la Chine, qui n'avaient pas signé le traité d'interdiction des essais. Les capteurs n'avaient encore jamais déclenché de fausses alertes. Jusqu'à ce jour fatidique du 22 septembre 1979 à 0h53 locale, où le satellite Vela 6911 a enregistré le signal typique à double éclair d'une explosion nucléaire. Grâce à la triangulation avec d'autres postes de surveillance, les Américains ont rapidement pu déterminer les coordonnées approximatives 47 degrés sud, 40 degrés est. Ça situait l'explosion en plein milieu de l'océan Indien, entre les îles Croisets, qui appartiennent à la France, et les îles Prince Edward, en Afrique du Sud. Et c'est là que l'histoire devient vraiment mystérieuse. Personne ne savait qui avait fait exploser la bombe. Au premier abord, on aurait pu penser à la France, mais c'était pratiquement à exclure. L'Afrique du Sud était bien plus suspecte. En 1979, l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, menait une guerre acharnée contre l'Angola, où 36 000 soldats cubains étaient stationnés. Un essai nucléaire réussi aurait été un message fort. Et l'Afrique du Sud avait déjà tenté auparavant de tester des armes nucléaires. Mais l'histoire se complique encore, car l'Afrique du Sud avait un partenaire secret, Israël. Les deux pays étaient des alliés proches dans les années 70. Ils travaillaient apparemment tous les deux en secret sur des armes nucléaires. L'Afrique du Sud avait les matières premières, Israël avait le savoir-faire technique pour fabriquer des armes nucléaires. Mais l'indice le plus explosif vient de Dieter Gerhard, un espion condamné pour avoir travaillé pour l'Union soviétique. Il a déclaré que l'éclair avait été provoqué par un essai israélo-sud-africain portant le nom de code Opération Phoenix. Quand le gouvernement Carter a compris ce qui avait pu se passer, il a formé une commission d'enquête composée de 8 scientifiques de renom. Ce groupe avait pour seule mission de vérifier si le double éclair pouvait être un phénomène naturel et non une bombe atomique. Plus étrange encore, les scientifiques se sont vus refuser l'accès aux informations les plus importantes des services secrets. Ils n'ont pu consulter ni les enregistrements hydroacoustiques, ni d'autres preuves qui auraient pu désigner le responsable. En 1980, le comité Reiner a conclu que l'incident de Vela ne provenait probablement pas d'une explosion nucléaire, mais d'une météorite qui aurait pu heurter le satellite. Pourquoi cette dissimulation? La réponse réside dans la géopolitique. Les États-Unis ne voulaient sans doute accuser publiquement ni Israël ni l'Afrique du Sud d'avoir procédé à un essai nucléaire illégal. Malgré toutes les tensions, ces deux pays étaient pour eux des alliés importants dans un contexte mondial complexe. C'est d'ailleurs un schéma qui se répète tout au long de l'histoire. Parfois, les considérations politiques priment sur la vérité pure et simple. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, l'incident Vela reste officiellement non élucidé et les documents sont toujours classés secrets. En septembre 1979, quelqu'un a très probablement fait exploser une bombe atomique. Et on ne sait toujours pas qui c'était vraiment.
Malgré l'incident de Vela, on comprend aujourd'hui très bien la physique qui se cache derrière les bombes atomiques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On est en 1939, la Seconde Guerre mondiale fait rage et de nombreux scientifiques célèbres comme Albert Einstein, Léo Szilard et Edward Teller ont émigré ou se sont réfugiés aux États-Unis. Craignant que l'Allemagne ne mette au point une bombe atomique, ces scientifiques ont exigé que les États-Unis lancent leur propre programme de développement d'une arme nucléaire. Ça a finalement conduit au lancement du projet Manhattan, qui à partir de 1942 et sous la direction de Robert Oppenheimer avait pour objectif clair de rendre la fission nucléaire, découverte quelques années auparavant seulement, utilisable à des fins militaires, de développer une bombe atomique et d'en tirer ainsi un immense avantage militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Au total, en comptant la logistique et tout ce qui va avec, plus de 100 000 personnes ont travaillé sur le projet Manhattan et en tenant compte de l'inflation, plus de 25 milliards de dollars ont été dépensés. Le projet Manhattan a finalement atteint son objectif et a abouti à l'essai Trinity. Le 16 juillet 1945, à quelques kilomètres de la ville de recherche, sur le site dit White Sands Proving Ground, a eu lieu la première explosion d'une arme nucléaire de l'histoire de l'humanité. Imagine un peu, les physiciens du projet Manhattan qui y participaient se tenaient là, attendant la détonation, sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Après tout, c'était bien la toute première détonation d'une arme nucléaire. Et à l'époque, des voix sérieuses dans le milieu scientifique estimaient qu'une telle arme pourrait déclencher une réaction en chaîne imparable qui finirait par embraser l'atmosphère de la planète et tout détruire. Leur idée, cette énorme explosion atomique ne s'arrêterait pas à un moment donné, la réaction en chaîne nucléaire se propagerait de plus en plus loin, atteindrait l'atmosphère, y mettrait le feu, et ce serait alors la fin du monde, car cette réaction en chaîne ne s'arrêterait plus jamais, ou alors seulement une fois la planète détruite. Mais pourquoi ça ne s'est manifestement pas produit? Les bombes atomiques utilisent la fission de noyaux atomiques lourds, comme l'uranium-235 ou le plutonium-239. Une masse sous-critique de matière fissile est comprimée par des explosifs tout à fait courants, comme le TNT, pour former une masse supracritique, ce qui permet de déclencher une réaction en chaîne auto-entretenue. Une fois la masse critique atteinte, les noyaux atomiques se divisent et une quantité colossale d'énergie est libérée sous forme de chaleur, de lumière, d'ondes de choc et de rayonnement radioactif. On peut donc facilement imaginer que cette réaction en chaîne se poursuive jusqu'à ce que la fission des noyaux atomiques s'accélère de manière exponentielle. À Los Alamos, on avait bien sûr calculé minutieusement l'ampleur du risque d'une tempête de feu planétaire. Dans un rapport publié en 1946 par 3 physiciens du projet Manhattan, on peut lire qu'il apparaît que quelle que soit la température à laquelle une partie de l'atmosphère est chauffée, aucune chaîne de réaction nucléaire s'auto-entretenant ne sera probablement déclenchée. Il est impossible d'atteindre la température nécessaire. On peut donc théoriquement mettre le feu à l'atmosphère, mais il faudrait pour ça beaucoup plus d'énergie. Lors de l'explosion Trinity, en revanche, la perte d'énergie était bien trop importante pour un tel scénario. À cela s'ajoute le fait que la quantité de matière fissile était trop faible. Pour une réaction en chaîne contrôlée, il faut une certaine quantité de matière fissile qu'on appelle la masse critique, comme on l'a déjà vu. Mais même les plus grosses bombes atomiques ne contiennent pas assez de matière fissile pour atteindre la masse critique nécessaire à une réaction en chaîne incontrôlée. Un autre aspect qui a rendu impossible cette réaction en chaîne apocalyptique, c'est l'inefficacité de la fission nucléaire. Seul un petit pourcentage des atomes présents dans la matière fissile est réellement fissionné lors de l'explosion d'une bombe atomique. Pour maintenir une réaction en chaîne, il faudrait que pratiquement tous les noyaux fissiles soient fissionnés, ce qui est impossible dans la pratique. Même si on arrivait à construire une méga-bombe gigantesque avec une réaction en chaîne atomique parfaite, les conditions dans l'atmosphère ne seraient pas vraiment optimales, vu qu'on a partout des densités, des pressions et des températures différentes. L'atmosphère serait bien plus adaptée à une réaction en chaîne continue. C'était important de réfléchir à ce qui pourrait arriver, et c'est comme ça qu'on a échappé à la fin du monde, pour l'instant. Et même la plus grosse bombe jamais construite n'a apparemment pas suffi à mettre le feu à l'atmosphère. Le problème avec les bombes atomiques, c'est aussi que leur puissance explosive ne peut pas être augmentée à volonté. Avec la bombe à hydrogène, en revanche, il n'y a théoriquement pas de limite maximale. Le principe est génial et terrifiant à la fois. L'explosion nucléaire proprement dite ne sert que de détonateur pour déclencher une fusion nucléaire, un peu comme dans le Soleil. Une bombe à hydrogène peut donc théoriquement devenir infiniment puissante. Il suffit d'ajouter suffisamment d'hydrogène. Les scientifiques soviétiques, menés par le physicien Andrei Sakharov, se sont donc mis au travail. Le résultat était monstrueux. Un monstre de 8 mètres de long, 2,6 mètres de diamètre et pesant pas moins de 27 tonnes. À titre de comparaison, la bombe d'Hiroshima ne pesait que 4 tonnes. La bombe tsar était née et elle était si grosse qu'elle ne rentrait même pas dans la soute du bombardier soviétique Tu-95. Pour l'essai,
Il a fallu la fixer à l'extérieur de l'avion. En cas de véritable mission de guerre, l'équipage de l'avion n'aurait eu aucune chance de survivre. Pour le vol d'essai, les ingénieurs ont donc mis au point un parachute gigantesque. D'une superficie de 1600 mètres carrés, il devait permettre à la bombe, une fois larguée, de descendre lentement vers le sol. Ça a permis aux deux avions impliqués, le bombardier et un avion d'accompagnement chargé de la documentation, de s'éloigner d'environ 50 km du lieu de l'explosion. On estimait les chances de survie des pilotes à environ 50-50. Une évaluation des risques typiquement soviétique, quoi. À l'origine, la bombe devait avoir une puissance explosive de 100 mégatonnes de TNT, mais même les soviétiques ont trouvé ça trop risqué. Les scientifiques craignaient qu'une explosion aussi puissante ne contamine tout le nord de leur propre pays avec des retombées radioactives. Ils ont donc remplacé une partie de l'enveloppe d'uranium par des plaques de plomb et réduit la puissance explosive à seulement 50 mégatonnes. Le 30 octobre 1961, le moment était enfin venu. Au-dessus de l'archipel de Novaya Semya, dans la mer de Barents, à environ 4000 mètres d'altitude, la bombe Tsar a explosé. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé même les calculs les plus fous des physiciens. La boule de feu mesurait 8 km de large. L'onde de choc a rattrapé le bombardier à 115 km de là et l'a fait chuter de 1000 mètres avant que le pilote ne reprenne le contrôle. Le champignon atomique a atteint une hauteur 7,5 fois supérieure à celle du mont Everest. Elle a non seulement traversé la stratosphère, mais s'est aussi enfoncée jusque dans la mésosphère. L'éclair était encore visible à 1000 km de là, en Norvège, au Groenland et en Alaska. L'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre. Même en Nouvelle-Zélande, on a mesuré les variations de pression atmosphérique. La boule de feu n'a jamais touché le sol, car sa propre onde de choc l'en a empêché. Avec tout ça, on se demande quand même, qu'est-ce qu'on fait avec une arme pareille? La réponse, c'est sans doute rien du tout. La bombe Tsar était bien trop grosse, trop lourde et trop peu pratique pour être utilisée en temps de guerre. C'était plutôt un objet de prestige destiné à montrer « Regardez, on est capable de construire le plus gros truc qui soit ». Pour des cibles stratégiques comme des bases militaires ou des formations de troupes, une telle puissance destructrice est un gaspillage, et pour le transport, il aurait fallu développer une toute nouvelle génération de missiles. Fait intéressant, c'est justement cet essai qui a entraîné un changement de perspective dans la course aux armements nucléaires. Les États-Unis ont réagi avec un calme ostentatoire à cette démonstration de force soviétique et se sont montrés ouverts au dialogue. À peine 2 ans plus tard, en 1963, le traité interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau a été signé. L'un des plus fervents défenseurs de ce traité, Andreï Sakharov, justement le père de la bombe Tsar. Depuis, la bombe Tsar n'est donc restée qu'un effrayant mémorial de l'orgueil démesuré de l'homme. Partant de cette prouesse technique d'un absurde colossal, l'histoire nous emmène vers une toute autre horreur nucléaire. Une horreur qui n'a pas eu besoin d'explosion pour être mortelle et qui montre clairement à quel point les armes nucléaires sont vraiment dangereuses. Après les explosions dévastatrices au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945, cette troisième frappe nucléaire était déjà prévue pour le 19 août. Mais le Japon a capitulé le 15 août et la bombe n'a jamais été utilisée. Le cœur de plutonium est resté à Los Alamos. La particularité de ce qu'on appelait le Demon Core, c'est qu'il se trouvait dans un état dit sous-critique, ce qui le maintenait stable tant que personne ne jouait avec. Mais je ne te raconterai pas cette histoire si personne n'avait vraiment joué avec. Les scientifiques ont commencé à mener des expériences au cours desquelles ils ont amené le noyau presque jusqu'à la criticité, ce point où la réaction en chaîne commence. Le 21 août 1945, quelques jours seulement après la fin de la guerre, le physicien Harry Daghlian Jr. menait des expériences avec le cœur de plutonium. Il l'entoura de cubes de carbure de tungstène pour tester combien de ces cubes étaient nécessaires pour rendre le cœur critique. Ces cubes renvoyaient les neutrons vers le cœur, et plus il y a de neutrons qui restent dans le cœur, plus celui-ci se rapproche de la criticité. Ce soir-là, Daghlian travaillait tout seul. Alors qu'il essayait de poser un dernier cube de tungstène sur le dispositif, l'inimaginable s'est produit. Le cube lui a glissé des mains et a atterri directement sur le cœur. En une fraction de seconde, le cœur est devenu surcritique. Daghlian a réagi tout de suite et a repoussé le cube du Demon Core, mais c'était trop tard. Un éclair bleu a illuminé la pièce accompagné d'une vague de chaleur. À ce moment-là, Daghlian avait reçu une dose mortelle de rayonnement. Daghlian n'a vécu que jusqu'à l'âge de 24 ans.
On pourrait penser qu'après cet accident tragique, plus personne n'aurait eu le courage, ou plutôt l'imprudence, de mener des expériences similaires, mais la curiosité scientifique était tout simplement trop forte. Le 21 mai 1946, presque 9 mois jour pour jour après le premier accident, le physicien Louis Slotin se trouvait dans le même laboratoire. Devant lui, sur la table, se trouvait le même noyau de plutonium. Mais au lieu de cubes de tungstène, Slotin utilisa 2 demi-sphères de beryllium qu'il plaça autour du noyau. Le beryllium réfléchit lui aussi les neutrons et peut ainsi amener un noyau à la criticité. La méthode de Slotin était encore plus risquée que celle de Daghlian. Il tenait la demi-sphère supérieure en beryllium d'une main, tandis que de l'autre, il glissait un tournevis entre les 2 moitiés du Demon Core. Ça lui permettait de faire varier la distance au millimètre près et de mesurer à quel point le noyau s'approchait de la criticité. Tu as bien entendu, il n'y avait qu'un tournevis entre Slotin et une mort certaine. Slotin était considéré comme un expert de cette procédure, qu'il réalisait même devant un public. Ce qui devait arriver arriva. Le tournevis de Slotin glissa, la demi-sphère supérieure en beryllium tomba et enfonça complètement le cœur. Encore une fois, il y eut ce flash bleu caractéristique et cette vague de chaleur, des signes d'un rejet massif de rayonnement. Slotin réagit en un clin d'œil et jeta la demi-sphère supérieure par terre. Ce qui s'est passé ensuite a montré à quel point cet homme était exceptionnel. Même s'il savait qu'il venait de recevoir une dose mortelle de rayonnement, il a tout de suite pensé aux 7 autres personnes présentes dans la pièce. Il leur a ordonné de ne pas bouger, a demandé de la craie, puis a marqué la position de chacun dans la pièce pour qu'on puisse calculer plus tard la dose de rayonnement que chacun avait reçue. Slotin est mort seulement 9 jours après l'incident. Son corps avait reçu l'une des doses de rayonnement les plus élevées jamais subies par un être humain. À l'été 1946, le Demon Core a finalement été fondu et le matériau réutilisé pour d'autres armes nucléaires. Les histoires autour du Demon Core montrent à quel point les matières radioactives peuvent être dangereuses, même si elles n'explosent pas. Une bombe atomique provoque des destructions terribles, non seulement par son explosion, mais surtout par le rayonnement qu'elle libère. Depuis 1945, plus de 60 accidents de criticité ont été recensés dans le monde, entraînant au moins 21 décès. La lueur bleue caractéristique, si souvent observée lors de ces accidents, apparaît lorsque des particules à haute énergie ionisent l'air. Le rayonnement Cherenkov, comme on l'appelle scientifiquement, est utilisé dans la recherche moderne sur le cancer. C'est ainsi que parfois, même une tragédie peut mener à des avancées scientifiques qui, plus tard, permettront de sauver des vies. Et maintenant, on retourne là où tout a commencé, dans le désert du Nouveau-Mexique. Juillet 1945, avant même le lever du soleil. Le projet Manhattan, le programme de recherche le plus secret de l'histoire, touche à sa fin. Des années de travail menées par des milliers des esprits les plus brillants du monde. Tout ça pour aboutir à cet instant précis. À 5h29 du matin, quelqu'un appuie sur le bouton. Le compte à rebours arrive à 0. Ce qui se passe ensuite est difficile à décrire avec des mots. La bombe libère l'énergie équivalente à 21 000 tonnes de TNT en une fraction de seconde. Des températures dépassant les 8000 degrés, une onde de choc qui déferle sur le désert tel un mur de puissance. Le sable sous le point d'explosion fond instantanément en verre, les fils de cuivre des appareils de mesure s'évaporent sur le champ. Tout ce qui se trouve au sol à cet instant est aspiré dans une boule de feu bouillonnante, où les lois physiques habituelles atteignent leurs limites. En refroidissant, le sable fondu se solidifie en un matériau verdâtre, semblable à du verre. On l'appelle la trinitite du nom de ce premier essai nucléaire. Et dans cette trinitite, emprisonnée comme des capsules temporelles, se trouvent des choses que personne n'avait jamais observées auparavant dans toute l'histoire connue de la science. On y a découvert ce qu'on appelle un quasi-cristal, un type de matière qu'on croyait en fait impossible. Contrairement aux cristaux normaux, où les atomes s'organisent selon des motifs réguliers et répétitifs, les quasi-cristaux possèdent une structure ordonnée qui ne se répète jamais. Et aujourd'hui, des chercheurs ont découvert un tout nouveau type de cristal, enfoui dans une goutte riche en cuivre au plus profond du verre de trinitite. Il s'agit d'un cristal dit clatrate, qui était jusqu'à présent totalement inconnu, unique dans l'univers. Imagine une structure moléculaire en forme de cage, les atomes s'organisent de manière à former de véritables cavités dans lesquelles d'autres atomes sont piégés, comme une cellule de prison microscopique en silicium dans laquelle des atomes de calcium, de cuivre et de fer sont enfermés. Les cages elles-mêmes sont des dodécaèdres à 12 faces et des tétradécaèdres à 14 faces. Ce clatrate s'est formé dans le même environnement extrême que cet insolite quasi-cristal. Apparemment, il n'y a pas d'autre moyen de produire ces cristaux. Aucun laboratoire au monde ne peut reproduire cette combinaison de pression extrême, de chaleur extrême et de cette vitesse de refroidissement incroyable. Ces états de la matière sont ce qu'on appelle des structures métastables. Ça veut dire qu'ils pourraient théoriquement passer à un état plus stable, mais qu'ils ne le font pas.
car les conditions qui ont permis leur formation étaient si extrêmes que le cristal a en quelque sorte été figé. Les calculs des scientifiques montrent qu'il n'existe qu'une plage très étroite de température et de pression dans laquelle ce clatrate a pu se former. Le quasi-cristal et le clatrate se sont certes formés lors de la même explosion, mais à des endroits légèrement différents. Partout où il y avait beaucoup de cuivre lors de cette explosion, le quasi-cristal s'est formé. En revanche, là où le cuivre était rare, c'est le clatrate qui s'est formé. Des processus similaires pourraient se produire lors de coups de foudre, d'impacts de météorites ou de collisions planétaires. Si de telles structures peuvent naître d'événements extrêmes, que ce soit à cause de bombes atomiques, d'impacts de météorites ou de coups de foudre, ça veut dire que dans l'univers là-bas, où les collisions entre astéroïdes et planètes sont monnaie courante et où les étoiles explosent, il peut exister des matériaux dont on ignore encore même qu'ils pourraient exister. Chaque fois que quelque chose entre en collision avec suffisamment de force quelque part dans l'espace, un matériau totalement nouveau, qui ne figure dans aucun manuel, pourrait voir le jour. Si on comprenait dans quelles conditions ces structures se forment, on pourrait théoriquement chercher de nouvelles façons de simuler technologiquement ces conditions extrêmes pour créer de manière ciblée des matériaux aux propriétés jusqu'ici inconnues. J'espère que ce voyage à travers l'univers des explosions nucléaires t'a montré une fois de plus à quel point la science derrière ces phénomènes est incroyable, même si les phénomènes eux-mêmes sont effrayants. Je te tiendrai bien sûr au courant de toutes les autres découvertes fascinantes ici, sur cette chaîne. Alors si ce n'est pas déjà fait, clique vite sur le bouton s'abonner. Et en parlant de découvertes à couper le souffle, on quitte maintenant la physique nucléaire pour plonger au cœur de l'Antarctique. En effet, sous une couche de glace épaisse de plusieurs kilomètres, des scientifiques ont découvert une mégastructure gigantesque qui ressemble à une main géante. Pour savoir de quoi il s'agit, regarde la vidéo en haut à droite, jette-y un œil, c'est incontournable. En bas à droite, comme d'habitude, tu trouveras un autre sujet sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!